Va vous proposer un petit peu un focus des actions qu'on peut mener, qui ont déjà été déployées sur le territoire et qu'il est intéressant d'identifier et de vous présenter. Aujourd'hui, on a des actions à déployer pour atteindre les objectifs ambitieux qui nous sont fixés de réduction des économies d'énergie autour de 3 axes: la rénovation de nos bâtiments, l'installation la maintenance et l'installation de nos équipements, et également le comportement des usagers dans nos établissements. Agir sur le comportement de tous est primordial. La sobriété énergétique est donc l'affaire de tous, petits comme grands établissements. Alors Jacques, c'est toi qui vas commencer. J'ai une question. Après cette crise énergétique où les factures ont été multipliées par 3 ou par 4, as-tu quelques chiffres à nous annoncer et quel a été l'impact ? Oui, alors tout d'abord, peut-être une bonne surprise, c'est que les chiffres sont peut-être moins catastrophiques que ce qu'on attendait. Les premiers arrêtés de compte nous font espérer une moyenne aux alentours de 10 à 15%, ce qui est déjà beaucoup, mais moins catastrophique que prévu. Alors évidemment avec de grandes disparités, parce qu'il y en a qui vont voir leur compte avec des sauts d'énergie beaucoup plus importants, et d'autres un petit peu moins. Alors pourquoi l'enquête énergie qu'on avait menée en fin 2022 nous disait que certains ne voyaient pas leur contrat renouvelé en 2022-2023. Donc cela était déjà protégé, puisque c'était à peu près 40% de nos EGEC qui étaient protégés. Deuxième chose, il y a eu des mesures gouvernementales qui ont protégé aussi les petits établissements de moins de 10 ETP. Donc, ce qui a écrété, donc on avait un bouclier tarifaire. Et ensuite, pour les plus grandes, il y a eu aussi des aides, même si les dossiers à mettre en place étaient compliqués. Même pour ceux qui ont fini ces dossiers, les subsides ne sont pas encore arrivés, parce que c'est toujours très long de devoir récupérer. Et puis, et là, c'est déjà, c'est que les établissements ont fait quand même beaucoup déjà pour essayer de maîtriser au mieux la dérive énergétique. Donc des actions ont été déjà mises en place sous comme disait tout à l'heure, la prise de conscience qu'il fallait faire quelque chose. Donc on a eu, avec peu de moyens déjà, quelquefois, une participation de tous dans les comportements. Et on abordera ce problème sur le QBES, qui vous montrera que les comportements ont pu faire des économies de 15% des consommations. Ensuite, il y a eu, avec des petits investissements et des réglages plus fins, des économies apportées dans les OGEC. Donc, voilà les premiers chiffres qui commencent à apparaître. On a quelques petites notions qui peuvent marquer aussi les analyses dans les comptes des OGEC. C'est qu'on peut ramener la consommation à l'élève. Et on a une fourchette qui va de 80 à 120, 130, qui sont des fourchettes moyennes. Alors, si on est en dessous, ben, tant mieux. Si on est au-dessus, eh bien, il faut peut-être s'interroger encore plus sur les actions à mettre en place pour revenir au moins proche de ces moyennes. Voilà les premiers chiffres que je voulais dire. Il ne faut pas... Vos 80, 130, c'est euros par élève par an ? Oui. Euros par élève et par an, oui.
Énergie. Toute énergie. Toute énergie. Oui, alors on pourrait avoir une analyse plus fine, mais bon, toutes les écoles ne sont pas sous les mêmes énergies. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que ce n'est pas les seuls postes qui ont connu des inflations. Donc, on peut aussi avoir malheureusement des objets qui sont en difficulté, pas forcément que par l'énergie, mais par tous les postes d'inflation. Et face à ça aussi, il faut peut-être non seulement, mais c'est un autre débat, mais on peut le rappeler ici, que les économies d'énergie, c'est absolument nécessaire, mais on peut aussi peut-être aller chercher des ressources complémentaires, puisque les établissements publics subissent aussi ces coûts énergétiques en augmentation. Il faut peut-être penser à réfléchir sur les forfaits, hein, puisque les coûts de l'école, de l'élève de l'école publique aussi sont impactés par les augmentations d'énergie. Il faut peut-être s'interroger sur le fait de revisiter ces forfaits. Merci Jacques. Clarisse, on sait qu'on a 2 leviers pour essayer de baisser un petit peu notre facture, le prix et les consommations. Et notamment sur le prix, est-ce que tu peux nous donner quelques conseils ? Oui, alors j'ai 5-10 minutes pour vous parler du prix. C'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile parce que c'est quelque chose qui est indépendant de nous puisque ça va évoluer en fonction des marchés. Et c'est quelque chose que jusqu'à présent, les OGEC ne regardaient pas beaucoup parce que les prix de l'énergie, c'était insignifiant en fait. Et donc on payait pas cher son énergie. La crise énergétique de l'été 22, je vais rapprocher un peu de mon micro, la crise énergétique de l'été 22 a réveillé l'aspect prix parce que certains OGEC ont fait x3, x4. Alors on a même eu des x10. Ceux qui ont vraiment renégocié au pic de la crise ont eu des augmentations qui les ont, pour certains, fragilisés financièrement à court terme. Ceux qui avaient des fonds de roulement qui étaient faibles, il y en a qui se sont retrouvés dans des situations critiques. Ce qui se passe, c'est que donc la crise, on va dire, elle est derrière nous, mais ça nécessite quand même un changement pour nos OGEC. Et donc ce changement, c'est qu'en fait, il va falloir se dire que le prix est volatile. On ne peut plus se dire le marché fait que le prix est faible et donc je pense que la plupart, d'ailleurs c'est les consommateurs et les OGEC, tout le monde est un peu pareil, ont signé un contrat de renouvellement de gaz ou d'électricité sans même le regarder. Et en fait, il faut se dire que ce temps est révolu, qu'il va falloir changer les comportements et que l'acte d'acheter de l'énergie, il va falloir un peu le changer. Donc si j'ai 2 conseils à donner, ça serait 2 verbes à retenir. Le premier, le plus important, c'est d'anticiper. Donc on a pu, alors moi je ne suis pas une experte de l'énergie, mais depuis la crise, c'est moi qui ai un peu travaillé sur ce sujet. Donc on a fait des partenariats avec des experts en énergie, dont certains sont là aujourd'hui, et j'ai pu échanger avec certains. Et donc ce que je vois, pour moi ce qui ressort, c'est qu'il faut vraiment s'emparer de ce sujet. C'est plus un sujet qu'on peut laisser de côté et qu'on peut traiter au dernier moment. C'est-à-dire qu'il faut vraiment connaître ces contrats et anticiper leur renouvellement. Pourquoi ? Parce que plus on achète longtemps à l'avance, moins on va acheter cher. En fait, c'est un marché, le marché du gaz et de l'électricité, c'est des marchés financiers. Et donc, plus vous achetez à l'avance, plus vous allez pouvoir acheter à bon prix. Ça va nécessiter aussi le besoin de suivre le marché. Donc là, beaucoup sont tentés de se dire la crise est derrière nous. Mais en fait, non, parce que le marché est très volatile. Il suffit d'un hiver qui soit très vigoureux. Il suffit je vais dire pipeline, mais c'est peut-être pas ça, mais tout ce qui achemine le gaz chez nous explose ou qu'il y ait de nouveaux conflits qui font que les approvisionnements changent, on peut retrouver la crise d'il y a 2 ans. Donc il y a une nécessité de suivre le marché. Alors beaucoup vont me dire, ah, mais les OGEC, on n'a pas le temps. Ok, on n'a pas le temps, mais comment est-ce qu'on s'organise pour le faire ? Est-ce qu'on demande à notre fournisseur ? Est-ce qu'on fait appel à un courtier ? Les fournisseurs, ils ont mis en place des moyens. Si vous rentrez en contact avec votre conseiller, ils donnent des indications de suivi de marché. Donc, et le deuxième verbe, anticiper le renouvellement des contrats. Et je dirais que le deuxième verbe, c'est s'organiser. S'organiser parce que
un OGEC doit être capable de prendre une décision d'acheter de l'énergie sur 1, 2 ou 3 ans. Il doit être capable de prendre des décisions rapidement. Parce que comme je vous le disais, c'est des marchés financiers, on a observé que les fournisseurs demandent de prendre des décisions parfois en moins de 24 heures. Et donc ça s'anticipe pour un OGEC. Est-ce que c'est une décision que je passe en conseil d'administration? Est-ce que la personne qui décide a bien reçu une délégation qui lui permet d'engager l'établissement sur une durée qui soit courte, etc. Troisième point, se faire accompagner si on a besoin. C'est sûr que c'est quelque chose qui peut devenir, qui est complexe. On peut se faire accompagner par un courtier ou par son fournisseur. Voilà. Et un dernier point, mais je ne sais pas s'il me reste très longtemps. Donc l'AFNOGEC, on s'est emparé de ce sujet depuis la crise énergétique. On a fait des partenariats et on a aussi communiqué sur des opportunités de participer à des appels d'offres groupés. Notamment un, donc je vais en citer quelques-uns, mais le CEDRE qui est là, leur nouvelle offre en fait énergique, permet, je ne rentre pas dans les détails, mais permet d'obtenir des... En fait, en rentrant dans des appels d'offres groupés, on achète mieux et on accède à des prix auxquels on n'aurait pas accès si on était seul. Donc le CEDRE a une offre. Mon courtier, on a relayé une offre il n'y a pas longtemps de Mon Courtier Énergie en Bretagne qui a permis à 150 OGEC de se regrouper pour accéder à des prix qui sont intéressants. Et on a relayé une autre offre l'année dernière du diocèse d'Angoulême qui avait invité l'enseignement catholique à suivre leur initiative de se regrouper. Et il y avait, pareil, 150 OGEC qui ont pu participer à cet appel d'offres et obtenir des tarifs qui étaient intéressants. Donc voilà, anticiper, c'est vraiment le mot le plus important, et s'organiser.